Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dans La Loupe, ces dernières semaines, on vous parle très régulièrement d'une échéance importante du mois de juin, les élections européennes. Avec la crise agricole, le sujet de l'Europe est devenu inévitable. Normes, souveraineté alimentaire, climat, on s'était même dit que c'était sur ce thème de l'agriculture que la campagne allait se concentrer, avec en toile de fond notre alimentation au quotidien. C'était compté sans la guerre en Ukraine. Le conflit ne figure pas vraiment dans les préoccupations des Français. D'après une enquête du cabinet de sondage Odoxa, ce sont l'inflation et le pouvoir d'achat qui compteront le plus dans le vote du 9 juin. La guerre en Ukraine, elle, est très loin dans la liste. Seulement un Français sur 10 estime que c'est un enjeu pour ces élections. Pourtant, soudainement, on ne parle plus que d'envoi de troupes européennes sur le front, de co-belligérance et d'escalade avec la Russie. Mais alors pourquoi, dans cette campagne européenne, tous les partis se livrent-ils désormais une bataille autour de la guerre en Ukraine ? C'est le sujet de cet épisode de La Loupe. Je vous préviens, chers auditeurs, la fameuse Bible du service politique, où on trouve toutes les archives de la vie démocratique française, va être largement utilisée dans cet épisode. Celui qui l'a apporté, c'est Olivier Perroux, grand reporter à l'Express. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je te propose qu'on ouvre déjà cette Bible à archives à la première page, ou vraiment vers le début, à Jean Jaurès. Et pourquoi cette page en particulier ? Alors parce que depuis que la guerre est devenue le sujet de cette campagne européenne, Jean Jaurès, il est un peu cité à tort et à travers par une partie de la gauche qui s'en réclame l'héritière. Alors la France Insoumise et le Parti communiste le prennent comme une référence du pacifisme. Ils utilisent beaucoup cette citation. Jaurès disait « On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre ». Ça a été repris notamment par la tête de liste communiste aux élections européennes, Léon Desfontaines. Et puis quand Raphaël Glucksmann, qui est la tête de liste pour le Parti socialiste, a dit que, je cite, « la France devrait être totalement passée en économie de guerre », eh bien, plusieurs personnalités de la France insoumise se sont un peu insurgées contre ça et ont dit « Jaurès doit se retourner dans sa tombe ». Si je te suis bien, ça veut dire que toute la gauche n'est pas d'accord sur l'attitude à adopter vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Mais oui, une fois n'est pas coutume, le sujet de la guerre provoque des nouvelles divisions à gauche. Et on le sait, la gauche française aujourd'hui, elle n'est pas unie. Il y a plusieurs listes de gauche pour ces élections européennes. Et comment on se différencie pendant une campagne politique ? Eh bien, on choisit un sujet, et là, on a choisi le sujet des questions internationales. Alors, c'est le sujet parfait, parce qu'au moment de la création de la NUPES, en 2022, ce thème particulier n'a pas vraiment été discuté. Le sujet de la guerre en Ukraine, qui avait déjà commencé, a été mis sous le tapis pendant les négociations. Et aujourd'hui, on le voit sur le sujet toujours Russie-Ukraine, c'est redevenu le sujet de division. Et on le voit aussi depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas sur Israël. Olivier, je pense qu'on a besoin d'un petit point sur la position de chaque parti de gauche sur la guerre en Ukraine. Je te propose qu'on commence par le Parti socialiste. Alors, la tête de liste, Raphaël Glucksmann, il est très offensif sur ce sujet, notamment vis-à-vis de la Russie. Il insiste pour renforcer l'aide et le soutien militaire à l'Ukraine. C'est un peu son parcours à lui qui explique cette position. Il faut se rappeler qu'en 2009, il soutenait la Géorgie contre la Russie. Et en 2013, il se rend en Ukraine pour soutenir Euromaïdan, tu sais, le mouvement pro-Europe à Kiev. Il est aussi intéressant de noter que les écologistes sont plutôt sur sa ligne à lui, alors qu'on a tous souvenir que les écologistes, c'était quand même un mouvement, depuis leur création, assez pacifiste, anti-guerre. Et aujourd'hui, ils sont un peu plus interventionnistes. Et qu'en est-il dans le cas de la France insoumise ? Alors, là aussi, une fois n'est pas coutume, la position, elle est commune avec les communistes. Les insoumis disent « Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie ». Quand Glucksmann parle, lui, d'économie de guerre, il l'accuse de prôner une co-belligérance contre la Russie et donc de trahir l'idéal pacifiste de Jaurès. Je vois, Olivier, qu'il y a un autre marque-page dans ta Bible de l'histoire politique française. Il est écrit « Jean-Luc Mélenchon et la guerre ». Oui, alors là, on tourne un peu quelques pages, parce qu'en fait, la position de Jean-Luc Mélenchon n'a pas toujours été celle d'un pacifiste. En 2014, il dénonce François Hollande qui, je cite, ridiculise la France en refusant de livrer les porte-hélicoptères Mistral commandés par Moscou. Et aujourd'hui, le même Jean-Luc Mélenchon, il s'offusque du fait qu'on envoie de l'équipement militaire à l'Ukraine. C'est un peu un deux poids, deux mesures assez intéressant. Il y a un autre exemple qui est assez marquant, qu'on a retrouvé dans les archives. En mars 2011, Jean-Luc Mélenchon, il soutient l'intervention militaire française en Libye.
Il dit, je cite, « Il faut briser le tyran pour l'empêcher de briser la révolution ». Et puis, j'ai aussi cette archive sonore qui date de 2016. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie ? Oui. Ah bon ? Il fait quoi là en Syrie ? Je pense qu'il va régler le problème. Et c'est quoi, comment ? En bombardant les civils ? Et tu vois, Jean-Luc Mélenchon, en 2011 en Libye ou en 2016, comme on vient de l'entendre, il a conscience, il dit avoir conscience du risque d'escalade, mais il craint davantage le risque de massacre, alors qu'aujourd'hui, c'est justement le risque d'escalade avec la Russie qu'il dénonce. Tu peux refermer ta Bible, merci Olivier. Cette opposition au sein de la gauche que tu nous décris, on la voit d'ailleurs dans un vote qui vient d'avoir lieu à l'Assemblée nationale, vote qui portait sur l'Ukraine. Oui, alors il y a eu un vote hier au Sénat et mardi à l'Assemblée nationale. C'est Emmanuel Macron qui l'a sollicité, il est non contraignant, donc il n'oblige pas le président de la République à prendre des mesures. Et le sujet, c'est l'accord bilatéral de sécurité conclu avec l'Ukraine le mois dernier. Et pour rappel, cet accord, il doit apporter des garanties durables, que ce soit sur le soutien financier ou sur le soutien militaire apporté à Kiev. Et quel a été le résultat du vote ? Alors, il y a eu des débats très vifs, c'est pas une surprise, très animés. Le Parti socialiste a voté pour cette résolution. La France insoumise et les communistes s'y sont opposés. Et les écologistes ont voté comme le PS pour. Emmanuel Macron a donc convoqué ce vote, et tu fais bien de le préciser Olivier, car si la guerre s'invite dans les programmes à gauche comme dans les autres partis, c'est parce que le président de la République en a fait le sujet majeur de cette campagne des européennes. Olivier, si tu le veux bien, il y a quelqu'un que j'aimerais que tu nous présentes avant d'aller plus loin. Il s'agit de Valérie Hayé, la tête de liste du parti présidentiel pour les européennes. C'est vrai qu'elle est peu connue du grand public. Alors, je te fais un peu sa bio. Elle est originaire de Mayenne, elle a 37 ans, c'est une ancienne membre de l'UDI, le parti centriste. Elle a rejoint Emmanuel Macron en 2017 et elle a été élue députée européenne en 2019. Elle est récemment devenue présidente du groupe Renew, dont fait partie Renaissance, donc au Parlement européen, après la nomination de Stéphane Séjourné comme ministre des Affaires étrangères. Alors, le casting, il n'a pas été simple. Il y a eu beaucoup de défections. Et puis, il y avait un nom, Pascal Canfin, l'ancien écologiste, a tout essayé pour être cette tête de liste, mais ce n'était pas vraiment possible à cause des tensions avec les agriculteurs. Et justement, on a choisi Valérie Hayé. Elle vient d'une famille d'agriculteurs. Ça tombe bien, en pleine grogne avec cette profession. C'est censé être un sacré atout pour mener la liste qui s'appelle « Besoin d'Europe ». Tu dis « c'est censé » parce que finalement, Valérie Hayé est assez loin dans les sondages. Et oui, c'est ça qui est étonnant, parce que la liste Renaissance, parti pro-européen, est derrière le RN, loin derrière Jordan Bardella, qui lui est l'ultra favori. Il y a 30-31% dans les intentions de vote dans les sondages, quand Valérie Hayé, elle est à 18%. C'est quand même un gros écart. Alors malgré tout, le camp présidentiel, il espère réitérer l'exploit de 2019, la remontada des élections européennes de l'époque. Le parti présidentiel était parti loin derrière l'extrême droite et il avait terminé à moins de 1 point derrière la liste conduite par Jordan Bardella. Et pour se relancer, c'est le président Emmanuel Macron en personne qui fait le choix d'aller sur le terrain de la guerre. Et il l'a fait le 26 février avec sa déclaration sur l'envoi de troupes en Ukraine. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Alors, il faut préciser que la quasi-totalité des alliés occidentaux d'Emmanuel Macron se sont immédiatement démarqués de sa position, que ce soit les Américains notamment et les Allemands. Mais ce faisant, Emmanuel Macron, il emmène surtout tous les partis français sur ce sujet. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, ils ont tous dû s'exprimer sur les propos du président. Et puis, avant le vote dont on vient de parler, le président de la République a rencontré les chefs de parti sur le sujet, dans ce qu'on appelle maintenant le format Saint-Denis. Olivier, pourquoi le président choisit-il ce thème pour peser dans l'élection européenne ? Parce qu'il reste 100 jours avant l'élection européenne, qu'il y a l'écart dont on vient de parler entre le RN et le parti présidentiel. Et puis, il veut faire sortir du bois ses opposants, montrer les ambiguïtés de certains d'entre eux vis-à-vis de la Russie. Là, on pense forcément au Rassemblement national. Exactement. Macron, il met le Rassemblement national face à ces contradictions. On rappelle, l'emprunt russe, c'est 9,4 millions qui ont été empruntés en 2014 à une banque russe par le Rassemblement national. Et il veut mettre en avant la relation entre le parti de Marine Le Pen et Vladimir Poutine. Et Gabriel Attal, le Premier ministre, il en rajoute une couche le 27 février à l'Assemblée en réponse à une question de Marine Le Pen. Madame Le Pen,
vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Justement, Olivier, que répond le RN quand on l'interroge sur sa position concernant la guerre en Ukraine ? Il se dit favorable au soutien à l'Ukraine, mais ne souhaite pas entrer en guerre avec la Russie, qui est une puissance nucléaire. Marine Le Pen, au meeting de Jordan Bardella pour lancer sa campagne, a justifié cette position en disant que l'intégrité territoriale de la France n'était pas menacée. Et Bardella, lui, à la sortie de la réunion des chefs de parti avec Emmanuel Macron, il a estimé qu'il fallait que la France fixe des lignes rouges et, je cite, porte la voie de la paix. Et sur le vote dont on a parlé tout de suite, le Rassemblement national s'est d'ailleurs abstenu au vote au Parlement. Un mot d'ailleurs sur la position des Républicains qui, eux, ont voté pour. Au sujet de l'Ukraine, Éric Ciotti, lui, il critique une instrumentalisation aux fins de campagne électorale pour les élections européennes. Ce qui n'est pas totalement faux. Sur la guerre en Ukraine, on entend donc énormément Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il laisse aussi de la place à la candidate de son parti ? Assez peu, à vrai dire. Alors, Emmanuel Macron fait ce soir le JT de France 2 et de TF1 pour un peu expliquer les suites au vote dont on vient de parler. Mais c'est sa marotte, c'est lui qui s'occupe du dossier ukrainien depuis le début de la guerre. Et il veut être sur le devant de la scène sur ce sujet. Alors, on va regarder notamment ce que dit Valérie Hayé, parce qu'un peu plus tôt avant le JT, il y a un débat entre les candidats, donc elle a un peu attendu sur le sujet. À noter que sur ce débat, justement sur Public Sénat, il y a un grand absent, c'est Jordan Bardella. Il trouvait que c'était un peu trop tôt dans la campagne de faire ce genre de débat, donc il envoie Thierry Mariani. Thierry Mariani qui est dans le viseur de la DGSI, comme une des voix de l'influence russe en France. Ça ravit le camp présidentiel, parce qu'il compte bien un peu l'attaquer sur ce sujet et ses liens supposés avec la Russie. On a bien compris avec tes explications, Olivier, qu'il fallait se préparer à entendre longuement parler de la guerre en Ukraine durant toute la campagne des élections européennes. Oui, mais aussi après, car pour Emmanuel Macron, ça va plus loin que l'échéance du mois de juin. Lui, il a en tête une autre date, 2027. Ce que tu viens de dire, Olivier, ça me rappelle un précédent podcast où on évoquait l'avenir du président. Je vais ouvrir notre armoire où sont rangés tous les anciens épisodes. Si je ne me trompe pas, celui que j'ai en tête date de mars 2023. Alors, Google contre Microsoft, c'est pas ça. La commission mixte paritaire non plus. Ni la montée de l'e-sport en France. Ah, le voilà, l'après-retraite de Macron. C'était donc à la fin de l'épisode. Ton collègue Erwan Brucker nous disait ceci. Et puis, on sait très bien, Emmanuel Macron a une obsession, c'est quand même celle de laisser une trace dans l'histoire. C'est exactement ça. Emmanuel Macron est obnubilé par le temps qui passe et la trace qu'il va laisser, comme tous les présidents de la République avant lui en fait. Et pour ça, l'Europe, c'est un très bon sujet. C'est pour ça qu'il a organisé, un peu à la surprise générale, un sommet à Paris le 26 février, au moment des 2 ans de l'invasion de l'Ukraine, avec une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement. Et c'est vraiment à son initiative, il veut se montrer sur le sujet. Et donc sur la question de l'Europe, quelle trace il espère laisser après son quinquennat ? Je crois qu'il veut qu'on se souvienne de lui comme celui qui a fait naître une Europe de la défense. Il a beaucoup pensé à l'élection américaine de novembre prochain, et notamment si Donald Trump est à nouveau élu, il y a des risques importants pour l'OTAN et l'Europe est un peu trop habituée, Emmanuel Macron l'a dit déjà, à vivre sous le parapluie américain. Alors depuis 2017, il prône l'autonomie stratégique européenne et il se présente aujourd'hui en leader de ceux qui veulent la construire. Et est-ce qu'il peut y parvenir ? C'est compliqué, hein. En prenant la parole, il envoie 2 messages. Le premier en direction de la Russie. Vladimir Poutine doit comprendre que l'Europe fera tout ce qui est nécessaire pour l'empêcher de gagner en Ukraine. Mais il envoie aussi un autre message à ses alliés. Il regrette un peu que les partenaires européens ne prennent pas la mesure de la situation. Il veut faire comprendre que l'avenir de l'Europe et donc de la France est intimement lié au sort de l'Ukraine. Et son gouvernement le suit là-dessus. Stéphane Séjourné, il a déclaré « Je ne donne pas cher de l'Union européenne si l'Ukraine perd la guerre ». Le problème, c'est que la France, elle est un peu à la traîne dans la livraison d'armes à Kiev, notamment comparée à l'Allemagne ou même au Royaume-Uni. Et Volodymyr Zelensky a accusé Paris récemment de ne pas avoir tenu sa promesse quant à la livraison d'équipements militaires. Une Europe de la défense, on le note. Est-ce qu'il y a une autre empreinte qu'Emmanuel Macron aimerait laisser au niveau européen ? Eh bien oui, et celle-ci elle est un peu plus vertigineuse. Il ne veut pas être le dernier président de la paix en Europe. Je m'explique.
On l'a surtout vu il y a quelques jours à Prague, lors d'une conférence de presse avec son homologue tchèque. Le président, il fait encore le service après-vente de sa petite phrase sur l'envoi de troupes en Ukraine. Il dit qu'il assume et surtout, il met en garde contre, je cite, l'esprit de défaite qui rôde. Et là, si tu veux bien, je ne vais pas faire de référence à une archive dans la Bible du service politique, mais on va clairement parler d'histoire. Et à quoi tu fais référence ? Ce qui se passe en ce moment, ça ressemble un peu à l'ambiance lors des accords de Munich en 1938. Alors, il ne s'agit pas de faire une comparaison, mais c'est un accord de paix à l'époque qui est signé entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie en présence d'Adolf Hitler. Et c'est le premier abandon face à Hitler puisqu'on sacrifie la Tchécoslovaquie en le laissant annexer les régions qu'il souhaite. Et à l'époque, en France, à droite comme à gauche, dans la presse, partout, on utilisait les mêmes arguments qu'aujourd'hui. Il faut tout faire pour préserver la paix et éviter l'escalade guerrière. Alors ça a bien marché, parce qu'un an plus tard, 1939, le début de la Seconde Guerre mondiale. Et à la tête du gouvernement à l'époque, c'était Édouard Daladier. Et Emmanuel Macron craint d'être, lui, comparé à ce Daladier qui est resté tristement célèbre pour incarner les faiblesses des démocraties. Et c'est surtout pas la marque qu'il veut laisser dans les livres d'histoire. L'obsession européenne de Macron qui déteint sur la campagne électorale en France. Merci Olivier pour tes explications et tes références historiques. À bientôt. Olivier Perroux, grand reporter au service politique de l'Express. Ses analyses et celles de la rédaction sur les élections européennes sont à lire sur l'express.fr. Alors pour ne rien rater, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner et à profiter de l'offre à 1 € le premier mois en ce moment. Et je vous rappelle que La Loupe, c'est un nouvel épisode du lundi au vendredi dès 6h du matin sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, par exemple Deezer, Podmust ou Spotify. C'est là-bas que vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous plaît ou nous laisser des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.